Mais ce n'est pas de votre faute, évidemment, parce que vous n'avez pas pu recueillir les témoignages. J'aurais trouvé encore plus intéressant de savoir si les témoins, et notamment, par exemple, ce pilote en 1947 qui avait vu des boules, avait par exemple eu l'occasion de voir, d'une manière ou de l'autre, dans des journaux où enfant il aurait lu lui-même des documents de science-fiction dans lesquels il y aurait eu par exemple ce dessin datant de bien avant 1920 ou quelque chose, je ne sais plus, je n'ai pas la mémoire de la date. Et donc le dessin et le récit de science-fiction étaient antérieurs avant son expérience personnelle. Aujourd'hui, on peut évidemment dire que pratiquement tout le monde a vu les séries de télévision, des films, etc. Et que donc il y a une sorte d'influence culturelle collective. Mais pour ces récits plus anciens, il n'y avait pas encore la télévision. Mais si, elle existait. Enfin, elle était beaucoup moins répandue qu'aujourd'hui. Oui, en 1947, c'était vraiment les tout débuts. Mais bon, il y avait des journaux, il y avait sans doute des magazines. Bon, à ce moment-là, on peut dire effectivement qu'il peut y avoir une influence. Parce que sinon, ce pilote qui vit cette expérience seul dans son avion, s'il n'a jamais, peut-il la voir quand même, s'il n'a jamais vu un seul dessin de science-fiction correspondant à sa vision à lui? Là, je trouve que vous soulevez une question intéressante. Là. En fait, si vous voulez, le témoin, c'était un pilote de la Deuxième Guerre mondiale, qui, de ce point de vue, avait une crédibilité très grande. Il avait deux raisons d'être très crédible. Il était un pilote, un as de la Deuxième Guerre mondiale, et il avait réussi dans le business. Donc, pour les Américains, c'était le personnage crédible. Donc, on peut imaginer qu'un pilote, un Américain de l'époque, il baignait dans cette culture. Maintenant, pour vous dire jusqu'à quel point il a été en contact ou pas été en contact, tout ce que je peux vous répondre, c'est que très probablement, bien entendu, il l'a été. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Il ne faut pas essayer de trouver des influences comme ça ponctuelles. C'est quelque chose de plus global. Si vous voulez, une culture, c'est une sorte de champ de force, et puis quand les gens entrent dans ce champ de force, et hop, le respect est modifié. On ne peut pas, même si quelqu'un, à la limite, n'a jamais vu une représentation, même si quelqu'un n'a jamais lu un texte de science-fiction et qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un à qui c'est arrivé, ce qui est peu probable, même, mais supposons, il est dans cette culture, comme un poisson est dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on est dans l'ordre de l'inconscient collectif à ce moment-là. On appellera, oui, on peut appeler ça comme ça, on peut donner divers noms, mais il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, il y a une résonance qui s'établit entre les esprits et puis la culture du moment. On constate qu'à l'époque où, tout ce que je peux vous dire, c'est à l'époque où Kenneth Arnold fait son fameuse observation, eh bien, la culture américaine est littéralement saturée par ces représentations de la science-fiction. Il faut savoir que la science-fiction classique, puisqu'il y a eu plusieurs époques de la science-fiction, mais la science-fiction classique, c'est vraiment son apogée. C'est le moment où les revues, les revues spécialisées, comme Amazing Stories, etc., c'est vraiment le moment où les revues atteignent leur plus grande diffusion. Et même pour aller dans le sens de ce que je vous dis, je peux vous raconter une histoire. C'est la fameuse affaire Shaver. Alors voilà ce qui se passe. En 1943, le directeur d'Amazing Stories reçoit une lettre d'un type qui s'appelait Shaver, qui raconte une étrange histoire, comme quoi, une histoire qui s'apparente à une histoire de science-fiction. Il racontait qu'il avait été enlevé par une sorte de disque à l'intérieur du centre de la Terre, où habitait une race qui s'appelait les Deros, qui vivait donc à l'intérieur, que la Terre était creuse, à l'intérieur vivait une race, leurs engins sortaient par le pôle Nord, et ils venaient enlever pour des hommes de la surface. Ils voulaient en quelque sorte, je ne vais pas entrer dans les détails, mais conquérir la surface. C'était pendant la guerre, 1943. Et la particularité du récit de Shaver, c'est qu'il ne présentait pas son récit comme un récit de science-fiction,
mais comme une histoire vraie qui lui serait arrivée. Il prétendait avoir été enlevé par un disque à l'intérieur du centre de la Terre et avoir subi tout un tas d'avanies, etc., etc. Et le directeur d'Amazing Stories s'est dit, après tout, au début, il dit, on peut pas plus... À l'époque, on ne pratiquait pas encore le mélange des genres entre la fiction et la réalité, comme ça. Puis il s'est dit, après tout, on va essayer. Et alors, ça a provoqué une véritable explosion des ventes. Le lectorat d'Amazing Stories a été multiplié par 10, entre 43 et 47. Et la revue a reçu de nombreuses lettres de gens qui prétendaient avoir vécu la même expérience, d'avoir été enlevés aussi par des disques, etc. Voilà, c'était l'ambiance qu'il y avait au moment où Kenneth Arnold, le 24 juin 1947, fait sa fameuse observation. Là-dessus, le directeur d'Amazing Stories est stupéfait, parce que il y avait un numéro sensationnel de Shaver qui était paru au printemps 1947, et en juin 1947, c'est les premiers ovnis, et il y a un article vraiment historique du directeur d'Amazing Stories dans le numéro de septembre 1947, où il dit, mais alors, les histoires de Shaver, c'était donc vrai? Et du coup, le directeur d'Amazing Stories, dont j'arrive plus à me rappeler le nom, a été la première personne à aller voir Kenneth Arnold, parce qu'il a pris son récit au sérieux, du coup, et pour recueillir son récit, et il s'est mis à enquêter avec lui, et ils ont fait le premier bouquin ensemble sur l'histoire sur les ovnis. Donc vous voyez à quel point il y avait un bain culturel autour de ces affaires-là dans les années qui ont précédé. Je voudrais rajouter deux choses. Je suis Jean-Marc Coictan, le coordinateur du réseau des enquêteurs de la COBEPS. Et donc, par rapport à ce que vous dites, on s'intéresse évidemment à la culture des témoins. On leur demande ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils connaissent de la science-fiction, des ovnis, qu'est-ce qu'ils ont déjà lu sur le sujet. Donc on s'intéresse à cet aspect-là. Maintenant, en tout cas dans les enquêtes, on essaye de rassembler ces informations. Effectivement, maintenant on est baigné dans un flot continu de science-fiction, mais quand vous regardez un petit peu les engins, par exemple, qu'on nous fournit comme images de science-fiction, si vous regardez Star Wars, Star Trek, etc., vous avez des engins extrêmement compliqués, avec beaucoup d'écoutilles, d'armes, des choses qui sortent de tous les côtés. Ce n'est pas des lignes épurées. Et quand vous interrogez un témoin, en général, vous n'avez jamais des détails comme ça. Vous avez quelque chose de très simple, et le témoin ne va pas rajouter les détails. Même si on lui en demande, la plupart du temps, il va dire non, j'ai pas vu ça, je ne sais pas vous dire. C'était comme ça, c'était lisse, c'était simple, c'était droit. Non, j'ai pas vu la partie supérieure. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière. Non, je ne sais pas si cette lumière tournait dans un sens ou tournait dans l'autre, parce que je ne l'ai pas vu. Donc on n'enjolive pas, on ne rajoute pas. Donc ce sont des éléments qu'on demande, et on voit qu'il y a... Bon, les témoins ne tirent pas sur la mythologie de science-fiction dans laquelle ils baignent, quoi. Ils ne s'en inspirent pas, apparemment. C'est-à-dire, ils reprennent des formes les plus anciennes, archétypales. Oui. Puis-je poser une question? Je voulais savoir pourquoi on n'a pas parlé des épaves de soucoupes volantes qui ont craché aux États-Unis en 47 ou en 48, je pense. 47. 49 47. 47, bon d'accord. Pourquoi on n'en parle pas? Avec les petits êtres morts et un qui a survécu un petit temps et puis qui est mort par la suite. L'affaire de Roswell. J'aurais pu en parler parce que justement c'est une illustration supplémentaire de ma thèse, c'est-à-dire que le thème d'un engin extraterrestre, parce que Roswell c'était une base américaine, hein. Oui. Donc c'était la seule base nucléaire américaine à l'époque, c'est là qu'il y avait les bombardiers nucléaires. Le thème d'un engin extraterrestre qui s'écrase à proximité d'une base américaine, c'est un thème de science-fiction.
On le raconte par exemple dans le fameux roman La chose d'un autre, enfin c'est la nouvelle La chose d'un autre monde, vous savez, dont on a tiré le film. Là, ça se passe au Groenland, je crois. Il y a un objet volant extraterrestre qui s'écrase à proximité d'une base américaine dans le Grand Nord. Et tout ce qui s'ensuit, on va retrouver son corps dans la glace, et puis pendant la nuit, la glace fond et il commence à hanter la base, c'est absolument terrifiant. Alors, le film a été réalisé évidemment après l'histoire des ovnis, il a été de 52 par là, donc il est sous-divisé, mais la nouvelle de départ est pré-arnoldienne. Ça doit être de 38, je crois, une nouvelle de Campbell. Donc vous voyez que là aussi, il y a la science-fiction a précédé, mais dans le cas précisément des crashs d'OVNI, eh bien, ça contribue surtout à décrédibiliser les faits qu'on prétend. Ça sent vraiment trop la science-fiction américaine pour que ce puisse être vraiment réel, si vous voulez. À mon avis, l'affaire de Roswell.